Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi 25 octobre. La marche blanche pour Khalil a réuni plusieurs centaines de personnes cet après-midi à Montpellier. Le jeune garçon est mort fauché par 2 voitures aux abords de son collège mardi. Le contrôle judiciaire des handballeurs montpelliérains et de leurs compagnes a été levé ce matin dans l'affaire des paris présumés truqués pour le match Cesson-Montpellier. Et puis enfin à Nîmes, l'écoquartier Hoche-Cernam sort de terre. Le futur quartier universitaire s'étendra sur 20 hectares à l'est de la ville. Moment d'émotion et de recueillement cet après-midi, quartier Saint-Martin, Montpellier. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche blanche pour Khalil, avenue Albert Dubout. Le garçon de 12 ans est mort mardi matin, percuté par 2 voitures alors qu'il traversait la rue. L'élève de 6e se rendait en classe au collège Gérard Philippe. Aujourd'hui, sa famille et ses amis, parents d'élèves et personnel enseignant étaient réunis pour lui rendre hommage. Regardez. Ouldi, il m'a dit, j'ai pas envie de mourir jeune, maman. Il me l'a dit pendant 1 mois. Sur les lieux du drame, camarades de classe, enseignants et parents d'élèves, tous ont voulu se recueillir aux côtés de la famille du petit Khalil. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Des prières et quelques petits mots solennels en souvenir de ce collégien de 12 ans décédé mardi dernier sur le chemin de l'école. Et puis des fleurs, des dizaines de roses apportées par ses camarades du collège Gérard Philippe. 2 jours après le drame, des centaines de personnes ont défilé en blanc de l'établissement jusqu'au passage piéton de l'avenue Albert Dubout. C'est devenu naturel parce qu'on estimait que c'est un enfant déjà, un petit ange. S'associe à la douleur de la maman qui a juste un fils déjà. Et même sans ça, c'est difficile de trouver des mots lorsqu'il s'agit d'un enfant. Je partage la douleur de cette maman que je ne connais pas. Et en tant que maman, je suis en droit de la soutenir. Donc, que ce soit directement ou indirectement, ma fille est scolarisée en primaire et viendra à la suite avec les années qu'elle fréquentera cet établissement. Donc, tout parent qui est présent sont là pour cela. Après l'émotion viendra le temps des questions. Pourquoi y a-t-il cette voie rapide à traverser sur le chemin d'une école ? Et en marge du cortège, certains ont pointé la dangerosité de l'endroit où s'est produit l'accident. Plusieurs aménagements ont déjà été effectués par la mairie pour sécuriser les lieux. Aujourd'hui, des riverains et parents d'élèves réclament la création d'un dodane ou d'une passerelle. Écoutez. On a mis un feu, on a des passages piétons, on a des barrières de sécurité des 2 côtés. Il y a des millions d'euros qui ont été investis pour la sécurisation, en accord avec le collège, en accord avec les services de la ville. Moi, je vous dis, à part un radar pour flasher ceux qui vont trop vite, mais ce n'est pas le cas de l'accident, je répète bien. Cet accident terrible, ce n'est pas ce cas de vitesse excessive. Je ne vois pas ce qu'on peut faire autrement. À Nîmes, les médecins de garde exercent leur droit de retrait. Pendant ces 2 prochaines semaines, ils n'effectueront pas de visite dans le quartier Val-de-Gour. Une réaction collective de SOS Médecins après l'agression d'un de leurs praticiens dans la nuit de mardi à mercredi. Sa voiture a été cambriolée pendant qu'il intervenait auprès d'une patiente. Il a ensuite été pris à partie par les voleurs lorsqu'il est revenu vers son véhicule. La maison médicale reste pour sa part ouverte à tous les patients pendant cette période. Le contrôle judiciaire de tous les handballeurs montpelliérains a été levé par la cour d'appel de Montpellier ce matin dans l'affaire des paris présumés truqués sur le match de hand Cesson-Montpellier du 12 mai dernier. Après Dragan Gajic vendredi, ce sont les frères Karabatic et leurs compagnes Issam Tej et Primoz Prost qui voient la mesure levée. Ils peuvent donc à nouveau être en contact. Pour sa part, le MHB indique que ces joueurs seront reçus en entretien individuel dès mardi. Écoutez. J'estime que c'est un véritable coup de théâtre, c'est un désaveu total pour l'institution judiciaire qui avait quelque part organisé une arrestation publique, un lynchage médiatique, et aujourd'hui il va falloir qu'ils apportent un peu plus d'éléments aux magistrats instructeurs de la Chambre de l'instruction pour les convaincre. Je pense maintenant que le dossier du hand est en train de faire pchit. Ça pointe du doigt les failles du dossier. Depuis le départ, on rappelle tous dans ce dossier, tous les avocats des mises en examen, qu'il n'y a aucun élément qui permet de démontrer la triche, le trucage et surtout l'escroquerie, aucun acte positif. Et aujourd'hui, quelque part, la Chambre de l'instruction nous donne raison. Il faut que ça s'explique. Il faut que les joueurs s'expliquent directement pour qu'ils disent à leur employeur si oui ou non, ils le diront en direct, ils ont parié sur ce match de Cesson. Voire d'ailleurs s'ils ont parié sur d'autres matchs, parce qu'on finit par se poser des questions finalement. Et en fonction de ce qu'ils diront,
et de ce qui sera corroboré par des éléments objectifs que nous pourrons démontrer de faits qui sont dans notre dossier civil, on verra quelle attitude à avoir. Et ce sera au cas par cas. S'il s'avère que nous avons des personnes qui nous jurent ne pas avoir manqué leurs obligations contractuelles et leurs obligations de loyauté, parfois, le joueur reprendra peut-être ceci dans leurs équipes quand ils pourront jouer, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas. Leur médecin ne leur permet pas. Et côté sportif, le MAHB se prépare à recevoir Dunkerque ce soir à l'Arena pour le compte de la 8e journée de championnat, coup d'envoi 20h45. Les Biterrois vont devoir voter à nouveau pour leur député. Le Conseil constitutionnel a statué sur les recours introduits suite aux dernières élections législatives dans l'Hérault hier soir. L'élection de la députée Dolores Roquet sur la 6e circonscription de l'Hérault a été annulée. 23 procurations présentées au second tour comportaient des irrégularités. La socialiste avait battu le député sortant UMP Eliabou d'une dizaine de voix. Il avait réclamé le recomptage des votes. On écoute sa réaction au micro de Jean Brand et Olivier Roiran. C'est un soulagement et en même temps une pensée très forte pour celles et ceux qui m'ont fait confiance et celles et ceux qui, pendant cette période un peu difficile, parce que c'est une sacrée épreuve, qui m'ont demandé de ne rien lâcher. Donc oui, je suis soulagé. Enfin, on aura un débat politique, je dirais, non biaisé, objectif. Sur la gouvernance, sur tout ce qui se passe en France. Donc je prépare tout ça avec mon équipe. Et la nouvelle élection législative doit être organisée dans les 3 mois. Le scrutin pourrait intervenir les 9 et 16 décembre prochains. Pas de nouvelles élections à Montpellier. En revanche, dans la première circonscription de l'Hérault, l'UMP, Christian Jean-Jean a été débouté. Le maire de Palavas-les-Flots avait introduit un recours contre Jean-Louis Romégas, qui l'avait emporté avec 88 voix d'avance. En revanche, 2 plaintes au pénal pèsent toujours sur ce scrutin. Jean-Louis Romégas avait déposé plainte contre X pour falsification de documents électoraux à la préfecture. Quant à Christian Jean-Jean, sa plainte porte sur des irrégularités présumées dans des bureaux de vote de la circonscription. On l'écoute. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un système, car il ne faut pas se leurrer, le système y est. Il faudra le découvrir. On le découvrira. Mais il y a eu un avant Jean-Jean et il y aura un après Jean-Jean. Et le système devra être clair, parce que je pense que les élections, on doit respecter véritablement le vote de chaque électeur. Or, et le Conseil constitutionnel l'a reconnu. Bien sûr, il n'a pas annulé l'élection parce qu'il y en avait 2 annulés dans le département, que ça faisait peut-être beaucoup et qu'il était tout à fait normal qu'Eliabou, avec une faible différence de 10 voix, soit prioritaire. Mais je veux dire, il faudra quand même véritablement qu'on trouve et qu'on sache ce qui se passe. Les cheminots sont en grève depuis hier soir et jusqu'à demain matin 8h. Une mobilisation nationale à l'appel du syndicat CGT. Et ce matin à Montpellier, environ 70 agents se sont réunis devant la direction régionale de la SNCF à Montpellier. Les manifestants ont dénoncé le manque de moyens humains et financiers, notamment ceux alloués pour la mise en place du TER à 1 € en Languedoc-Roussillon. Écoutez. Aujourd'hui, on souhaite tirer les signaux d'alarme quant au devenir de l'entreprise SNCF, notamment au regard des annonces qui vont être faites par le gouvernement Hérault, mais aussi sur la question des salaires. On a une proposition de 0,5% d'augmentation de salaire. C'est une annonce provocatrice qui est inacceptable, mais surtout sur la question d'emploi. Les annonces d'emploi qui ont été faites dans les médias sont à 1000 lieues de ce qui se fait concrètement sur le terrain. Il nous manque aujourd'hui, pour répondre aux annonces qui ont été faites par le président Pipi, 1600 recrutements pour l'année 2012. Un appel européen à la grève de tous les cheminots est lancé pour le 14 novembre. Quant à la circulation des trains, elle reste perturbée jusqu'à demain matin 8h. Pour un point détaillé sur la situation, un site internet www.infoligne.com. À Nîmes, le chantier du quartier Hoche-Cernam est ouvert au public demain tout au long de la journée. Vous pourrez découvrir le site de 20 hectares à l'est de la ville et le projet d'écoquartier qui est en train de sortir de terre. Il comprendra 1 millier de logements, des bureaux et le futur campus universitaire. Les détails avec Olivier Michel. C'est ici, au pied de la route d'Uzès, que naît le futur quartier nîmois Hoche-Cernam. Construit en lieu et place de l'ancien hôpital, il s'agit dans sa première tranche d'un quartier universitaire. Ce seront les formations à vocation professionnelle qui essentiellement viendront se délocaliser sur ce lieu. La deuxième phase après, ça sera effectivement le déplacement de toutes les formations scientifiques ici et de toutes les activités de recherche, plateformes technologiques, etc. qui seront déplacées ici.
Aux 160 places de la cité U existantes vont s'ajouter 400 logements, le tout construit avec des contraintes hydrauliques fortes puisque le site se trouve sur le quai de Roduzès en zone inondable. Le quartier qui s'ouvre derrière nous est aujourd'hui un endroit qui a obtenu le prix des écoquartiers pour le traitement que nous avons fait des bassins permettant de guider l'eau en cas d'inondation. Donc c'est un quartier expérimental sur l'aspect hydraulique et aussi sur l'aspect écologique avec les problèmes de recueil des eaux en toiture, avec les problèmes des matériaux, avec les problèmes de la densité de jardin. À la rentrée prochaine, 700 étudiants issus d'une dizaine de filières investiront les lieux. Nous, on a fait délibérément le choix d'implanter le milieu universitaire au cœur de la ville. Et ça, je crois que c'est très important et il faut rappeler. Mais au-delà de l'université, c'est un nouveau quartier qui va s'agrandir jusqu'en 2016. C'est un quartier qui va faire la jonction entre le centre-ville et la future gare TER qui est située à proximité et qui va donc donner la liaison à la fois sur Alès, sur le futur site de la gare TGV de Manduel-Rodescent, mais également sur Montpellier par la création de l'extension de la première ligne du TCSP pour desservir ce site universitaire. Coût de cette première tranche, 20,6 millions d'euros. Le financement de la seconde tranche reste lui dépendant de l'inscription au contrat de plan État-région 2014-2020. Un mot de foot à présent et la défaite du MHSC en Ligue des Champions. Hier soir à la Mosson, les footballeurs montpelliérains ont été battus sur le fil par l'Olympiakos 2-1. Pourtant, après une bonne première partie de jeu, c'est le MHSC qui a ouvert le score en début de seconde mi-temps par le pied de Gaël Charbonnier. Les Grecs ont égalisé à la 73e minute seulement par Vassilis Torosidis avant de prendre le dessus dans les arrêts de jeu avec Konstantinos Mitroglou à la marque. Une défaite qui compromet le parcours de Montpellier en Ligue des Champions, même si rien n'est encore joué. Écoutez. On avait des occasions, on marque le premier but, tout allait bien jusqu'à qu'on fasse des erreurs et leur donne des ballons pour égaliser. Ce qui s'est passé. Sur la fin, même si on ne peut pas gagner le match, essayer de prendre au moins un point, c'est ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne sait pas se faire depuis le début de saison. Première mi-temps, on a été sérieux, on n'a pas concédé d'action, on a la possession du ballon. Après, au fur et à mesure du match, on prend la grosse tête un peu, on dirait qu'on prend la grosse tête. Et on lâche le match. Ce qui explique ce qui s'est passé ce soir. Et je vous propose à présent votre résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Regardez. Plusieurs millions de musulmans se rassemblent comme chaque année pour le pèlerinage traditionnel à la Mecque. Cette année, les forces de sécurité saoudiennes ont particulièrement renforcé les mesures de prévention. On dénombre régulièrement des dizaines de morts à l'issue de ce rassemblement. Donald Trump demande plus de clarté sur le passé de Barack Obama. Selon le milliardaire américain, le président des États-Unis manquerait de transparence et dissimulerait certaines informations sur ses origines. Si Barack Obama lui donne accès à son dossier universitaire et à son dossier d'inscription, s'il lui donne accès au dossier lui ayant permis d'obtenir son passeport, alors je donnerai à un organisme de charité de son choix pour les enfants pauvres de Chicago, la lutte contre le cancer, la recherche pour le sida ou ce qu'il veut, un chèque de 5 millions de dollars. Trump, qui avait promis une annonce majeure sur Obama avant son discours, semble mener une guerre obsessionnelle sur les origines du président depuis le début de son mandat. Pendant ce temps, Barack Obama ne se soucie pas des diverses polémiques et a prévu de traverser 8 États en 40 heures pour le dernier rush de sa campagne. Des interventions se déroulant presque à chaque fois au sein même des aéroports, faute de temps, gratifié de certaines perles dont le président américain a le secret. C'est ce qu'on appelle la rhamnésie. Je veux vous parler des symptômes parce que je ne veux pas que vous l'attrapiez. Je ne veux pas que cela se propage. Si vous dites que vous ne donnerez pas de gros allègements fiscaux aux plus riches, mais vous apparaissez dans une vidéo promettant que votre réduction d'impôt inclura les 1% les plus riches, alors il est possible que vous ayez la rhamnésie. Le 6 novembre prochain, les Américains se rendront vers les urnes pour décider qui d'Obama ou Romney gouvernera le pays lors des 4 prochaines années. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu sur TV Sud. Je vous le rappelle, ce soir à 10h pour le 22 minuit. Et demain, dès 12h30, retrouvez Olivier Roiran pour votre édition locale de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud.